qui est conseiller régional socialiste. Conseiller régional d'Île-de-France. François Calfon, bonjour. Bonjour. La réforme de la SNCF par ordonnance ? Écoutez, on assiste maintenant à une sorte d'exercice de pyromane-pompier. C'est-à-dire ? Le pyromane, c'est le président de la République, même s'il ne dit mot là-dessus. Édouard Philippe, qui dit, avant même qu'il y ait une négociation, que ce sera les ordonnances. Donc c'est règle d'avance. C'est une double brutalité. C'est une brutalité contre notre socle commun. Les ordonnances, c'est du travail législatif. C'est une double brutalité contre notre socle commun, notre patrimoine commun qui est la SNCF, et contre la représentation nationale. Mais j'ai envie de dire que Emmanuel Macron, avant qu'il soit président de la République, avait dit le thème des 100 jours n'est pas le mien. Alors on est un peu plus de 100 jours. Ouais. Cette idée qu'on réforme la France par ordonnance, ça nous conduit droit dans le mur. Eh bien, je crois Emmanuel aurait dû écouter Macron. Toutes les réformes ne se font pas par ordonnance néanmoins. Est-ce qu'il faut s'attaquer au chantier de la SNCF ? Alors, je vais vous dire les choses. Elle est très endettée. On voit que le trafic ne marche pas très bien. Je crois qu'il faut dire deux choses sur la SNCF. D'abord, qu'il n'y a aucun modèle ferroviaire dans le monde qui ait une rentabilité uniquement par la billetterie. Donc c'est par structure quelque chose qui fait partie d'un socle de services publics, y compris pour la transition démocratique. Est-ce qu'il y a un problème à la SNCF ? Oui, il y a 47 milliards de dettes. Mais cette dette, quelle est la responsabilité ? Quand on a créé les deux entités, réseau d'une part qu'on appelait RFF et mobilité d'autre part qu'on appelait la SNCF, on a affublé cette entreprise à sa naissance, comme cadeau de naissance, de 13 milliards de dettes. Et ensuite, ça n'est que les choix du gouvernement, des gouvernements successifs, par le tout TGV, finalement d'alourdir cette dette, sans même régénérer le réseau existant. C'est comme ça que nous en sommes à 47 milliards. Pourquoi le gouvernement fait cette réforme ? Allons au bout. Pour tout simplement, et c'est encore l'imam caché, c'est les injonctions bruxelloises, car la dette de la SNCF doit être finalement étatisée. Aujourd'hui, elle n'est pas dans les critères de Maastricht, et donc on voit bien qu'elle n'est plus soutenable. C'est pourquoi on fait la dette. S'il y a un blocage de la France par les cheminots, est-ce que vous soutiendrez ce blocage ? Non, mais alors ça, c'est une question très Figaro, pardon de vous le dire, monsieur Tréhard. Non, c'est une question qui est une question. Je vais continuer mon exposé. J'aimerais savoir où vous vous situez. La vérité, c'est est-ce que vous êtes du côté des syndicats ou est-ce que vous êtes du côté des réformes ? Français. Je suis du côté des Français. Et les Français, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un système. Et vous croyez que les Français, ils veulent pas de réforme ? Et les Français, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un système ferroviaire soutenable et qui fonctionne plutôt que des camions ou des bus. Ça, c'est une chose. Et donc, je suis du côté des Français. Simplement, je le dis, je vous le dis, monsieur Tréhard, je vais vous répondre très précisément. Je vous le dis. On agite finalement pour régler des problèmes cachés, le chiffon rouge des cheminots. Mais les cheminots sont d'accord. J'entendais encore ce matin le secrétaire général de la CFDT cheminot pour finalement connaître des évolutions. Y compris lui-même disait qu'il faudra bien finalement recevoir la concurrence. Puisque vous êtes du côté des Français, justement. Le Premier ministre a dit qu'il ne toucherait pas aux petites lignes. Et les petites lignes, alors vous savez, les Français, ils sont très sensibles à ça. Le chaud-froid permanent de ce gouvernement, et en même temps de ce gouvernement, est problématique. C'est-à-dire qu'on a utilisé M. Spinetta pour finalement faire peur aux Français, faire peur aux élus. Il y a d'ailleurs une réaction des élus, dont je suis, qui est très forte. En agitant un deuxième chiffon rouge, celui de la fermeture des lignes non rentables. Au passage, dans cette réforme, on donne le mistigris de ces lignes simplement aux régions. Et puis on retire cela pour finalement remettre en cause le statut de la SNCF, le statut des cheminots, et sans accord gagnant-gagnant entre les Français, les cheminots et l'entreprise. Vous avez tenu une réunion il n'y a pas très longtemps sur les territoires en colère au Sénat. Et bien justement, c'est de nature peut-être à calmer les esprits, ça, le fait que on ne touche pas aux petites lignes. Mais c'est bien, mais la première chose qu'il voulait dire ce gouvernement par le biais de ce rapport, c'est l'agression une nouvelle fois contre les territoires, contre la France périphérique. C'est un président des villes qu'on a là ? C'est un président de métropole, des métropoles mondialisées. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir... Qu'est-ce qui vous permet de le dire, ça ? C'est tout en lui. C'est étayé, ça ? Tout en lui dit cela, jusqu'à son immersion en Rhône-Alpes-Auvergne, en Auvergne, l'autre fois, qui était une forme de patron, de président sous couverture. Mais plus sérieusement, tout en lui dit cela. C'est-à-dire que vous avez des services publics qui décrochent. Vous avez les lignes SNCF où on commence par dire qu'on va fermer les lignes non rentables, comme par hasard celles dans les territoires. Vous avez une baisse des dotations continue aux collectivités locales. Vous avez une agression contre les élus qui seraient trop présents et dont l'immense majorité, 99%, sont des élus des territoires qui décrochent. J'en passe, c'est les meilleurs. Vous avez dans la loi travail
un certain nombre de La dispositions. rupture, elle est là entre ville et campagne? Regardez la réaction, le bon sens populaire parle. Regardez la réaction du monde agricole à la venue de M. Macron, qui en plus, preuve supplémentaire de mon discours, finalement ne protège pas nos agriculteurs. Vous n'y allez pas, vous, au salon de l'agriculture? J'y suis allé, ça s'est très bien passé. Bon. J'y suis allé comme un Français, lambda que je suis. Alors, très honnêtement. Vous êtes au Parti Socialiste, le Parti Socialiste prépare son congrès, il va avoir des élections juste avant ce congrès pour choisir son secrétaire, son premier secrétaire. Il y a 4 candidats. Et vous soutenez un candidat, on ne vous attendait pas derrière lui, c'est Luc Carvounas, qui est un ancien valsiste. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi vous faites ça? Mais tout simplement parce qu'autour de Luc Carvounas, qui était finalement bien plus en phase avec la majorité précédente que moi, il y a M. Hanotin, qui était le directeur de campagne de Benoît Hamon, moi-même, ou encore des personnes comme Marie-Pierre de la Gontrie, qui est sénatrice de Paris. Qui était proche on vous attendait davantage derrière un autre candidat qui s'appelle Emmanuel Morel, qui est réputé plus à gauche. Mais vous savez, je pense que ce congrès ne doit pas être celui où l'on rejoue la guéguerre entre frondeurs et loyalistes et hollandais. Ça n'aurait aucun sens. Si on veut, car il y a un risque majeur de voir le PS mourir, si on le veut. C'est le congrès de la dernière chance? C'est le congrès de la dernière chance. Si on veut voir le PS... Si ça ne marche pas, vous mourrez là. Moi, je le pense, Parti Socialiste même. Si on fait comme si de rien n'était avec les mêmes congrès qu'avant, il y a un risque majeur que le Parti Socialiste disparaisse. Donc il faut au contraire un rebond, et donc il faut allier les contraires de ceux qui sont dans la loyauté à la gauche et au Parti Socialiste. Emmanuel Morel n'est pas dans la loyauté à la gauche? Emmanuel Morel est totalement dans la loyauté à la gauche, mais j'ai envie de dire qu'il est un peu dans son couloir, celui d'une gauche plus... Carvounas aussi. Au contraire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il a rompu avec M. Valls et il rassemble des gens qui, dans le quinquennat précédent, n'étaient pas forcément d'accord. Monsieur Carvounas, je vais répondre un peu plus loin. Vous savez ce qu'on dit dans la coulisse, c'est qu'il y a beaucoup d'amonistes comme... vous pourriez l'être, qui sont plutôt à gauche, Montebourg et tout ça, qui sont avec Luc Carvounas pour faire barrage à Morel, afin que Morel ne soit pas candidat aux européennes. C'est tellement complexe votre raisonnement que je vous ai perdu. Je vais vous dire des choses par contre plus structurantes et sans langue de bois sur mon soutien à Luc Carvounas. Je soutiens ce candidat parce qu'il est libre d'un certain nombre d'influences. Il s'est débarrassé de quelque chose qui malheureusement existe dans notre parti, il faut parler sans langue de bois, le surmoi macronien d'un côté et le surmoi mélenchonien de l'autre. Et je crois qu'il faut que nous dépassions ce surmoi, nous pensions librement. Si d'aventure ce congrès débouche sur un échec ou la difficulté de vous rassembler, est-ce que vous pourriez aller vers, aux européennes, qui sont les élections de l'année prochaine, une liste qui rassemble des amonistes, des écologistes. Nous prenons la nature et la raison de mon soutien à Luc Carvounas, c'est la stratégie politique. Nous prenons une alliance arc-en-ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord l'alliance au sein de la gauche, car les Français souhaitent que face aux agressions de M. Macron, il y ait une gauche qui puisse se rassembler. C'est quoi cette alliance? Ça ressemble qui? Celle que vous appelez de vos voeux? Ceux qui sont socialistes, ou même ceux qui étaient récemment socialistes, les écologistes, mais aussi, je tiens à le dire, et c'est le sens de... La France insoumise? La France insoumise, il faut savoir si elle veut vraiment gouverner et se rassembler. Je n'entends pas de la part de la France insoumise ce souhait de rassemblement des gauches. D'ailleurs, j'ai vu que Mme Clémentine Autain s'était fait reprendre par ses propres camarades là-dessus. Donc c'est à eux de leur poser la question. À ce stade, manifestement, on est encore... Ils ne sont pas dans la logique du rassemblement. Ouais. C'est ce que j'en observe, mais je souhaiterais qu'ils puissent évoluer. La nature de cette stratégie arc-en-ciel, c'est bien sûr les partis politiques, mais ça n'est pas suffisant. Nous devons être le parti des causes. Eh bien, par exemple, dans les causes... Quelles sont vos causes? Eh bien, par exemple, dans les causes, il y a la foi chevillée au corps, comme une majorité de Français, que la question de l'asile des réfugiés politiques est quelque chose de très important. Monsieur Carvounas... Que ne respecte pas le projet de loi? Monsieur Carvounas est allé finalement soutenir des lanceurs d'alerte qui sont potentiellement sanctionnés par la loi. Eh bien, le Parti socialiste doit être aux côtés des lanceurs d'alerte. Voici l'une des causes. Mais dans les causes que nous défendons, il y a celle des territoires décrochés. On en a parlé. Il y a celle des retraités qui sont toujours plus maltraités. Il y a celle de la défense du service public. Et si nous présentons une liste aux européennes, arc-en-ciel, il y aura les différentes formations politiques. Il y aura aussi, et je le souhaite, c'est ce que nous appelons de nos voeux, finalement des représentants de ces
cause, car le Parti socialiste n'en est pas à construire je ne sais quelle alternance, il est à penser libre, à soutenir les causes, finalement à être capable de s'imprégner de légitimité citoyenne. Vous n'êtes pas du tout dans une logique d'alternance. Je crois qu'à ce stade, nous sommes encore dans une phase de reconstruction et il serait un tout petit peu désinvolte que nous soyons comme ça dès demain candidats au pouvoir. Quel regard portez-vous sur Jean-Luc Mélenchon qui hier, sur les réseaux sociaux, a pris plutôt le parti de Laurent Wauquiez contre une espèce de dictature médiatique. Oui, il a dit le parti médiatique. Le parti médiatique. Vous savez, il y a deux choses. Une chose ne peut être contestée, c'est qu'il y a une logique de trust au sein des médias, avec finalement des groupes industriels qui possèdent de façon concentrée parfois un certain nombre de médias. Et ils sont liés à un certain nombre d'intérêts financiers. Cela existe. Pour autant, cette espèce de focalisation de M. Mélenchon contre ce que serait la classe médiatique, qu'il rapproche de manière improbable, j'en ai eu des hauts le cœur, de M. Wauquiez, eh bien c'est un peu l'alliance des contraires, et je crois d'ailleurs que quand il s'essaye à la création d'un média citoyen, nous dit-on... le média, ça s'appelle ? C'est formidable, mais je souhaiterais que nous puissions avoir, puisque c'est une information qui pour le coup n'est pas sous l'influence des grands groupes industrialisés, une information qui soit sous aucune influence, et notamment sur la question de la Syrie, où je constate qu'un certain nombre d'images, certes choquantes, n'ont pas été diffusées sous prétexte qu'elles n'étaient pas sourcées. Donc, il ne faudrait pas que, pour se libérer d'un certain nombre d'influences de groupes industriels, on passe sous l'influence d'autres points de vue. Pourquoi Mélenchon a pris le parti de Damas ? Je ne sais pas si c'est Mélenchon, mais en tout cas, ce média qui se revendique de lui avait une forme de déséquilibre, finalement, pro-syrienne, pro-Damas, comme vous dites, qui était assez gênante. Et d'ailleurs, je souhaite que les dirigeants de la France insoumise puissent finalement clarifier leur position sur ce sujet-là, car c'est problématique. Nous sommes avec François Calfon, conseiller socialiste conseiller régional d'Île-de-France socialiste. Et avec Jean-Baptiste Sémergent, maintenant, nous allons poser vos questions, chers auditeurs. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour François Calfon. Bonjour. Une première question de David. Votre parti était aux commandes pendant 5 ans et qu'avez-vous fait pour réformer la SNCF ? Écoutez, on a fait un certain nombre de choses, notamment dans nos régions, avec les contrats de plan État-région. Moi-même, vous dites que je suis conseiller régional d'Île-de-France. Quand nous étions avec M. Huchon, j'étais administrateur de STIF, et nous avons, avec l'État dans le cadre, donc c'est l'État, c'est les régions socialistes, dans le cadre d'un contrat de plan, participé à cette réorientation massive de SNCF, passant de la grande vitesse au train de proximité à la régénération du réseau. Jean-Paul Huchon, qui était président de la région Île-de-France. Absolument. Île-de-France, socialiste. Esvan déclare « J'aimerais bien que le Grand Paris n'oublie pas le Val d'Oise ». On reste donc sur l'Île-de-France. Est-ce qu'il y a des risques d'exclusion de certaines parties de l'Île-de-France ? Vous savez, moi je suis élu de Seine-et-Marne. Nous aurons une station qui a été d'ailleurs reportée de 2 ans. Mais je vais aller plus largement pour lui répondre directement. Il y avait une ambition, un peu comme sur la SNCF, d'investissement nécessaire à la transition écologique. Et M. Philippe a convoqué les élus d'Île-de-France pour leur dire finalement c'est un bon projet. Il n'y a pas en soi de problème de financement. Il y a un gap de 10 milliards qui pourrait être compensé. Une enveloppe qui est beaucoup plus importante. Alors, elle est de 10 milliards et je vais répondre là-dessus. Elle peut être parfaitement financée, soit par la mise en place d'une écotaxe poids lourd en transit en Ile-de-France, il faut le faire, soit par une taxe finalement sur les nuitées touristiques. Et là, vous allez vous attirer les foudres des transporteurs. Et vous savez pourquoi M. Philippe a fait une sorte d'aveu, mais qu'il n'a pas fait devant le grand public. Il a dit, moi j'ai un problème avec ce projet, non pas qu'il ne soit pas finançable, il l'a dit aux élus comme ça, mais c'est simplement que la dette est maastrichtienne, autrement dit qu'elle déplaît à Bruxelles. Et c'est pourquoi, pour ne pas qu'elle soit impactée à nos déficits publics, celui-ci décide d'abandonner des lignes. Et je suis inquiet, vous me parlez du Val d'Oise, pour la 17, qui doit aller jusqu'au triangle de Gonesse et qui est remise en cause. Elle n'ira qu'au Bourget. Et je suis inquiet sur un certain nombre de projets, la 16 Nord, la 15 Nord, la 15 Est également, enfin Ouest, bref, sur toute une série de lignes. Je rajoute un point, puisque M. Macron est le président de l'attractivité. Il abandonne purement et simplement l'ambition d'avoir un pôle de recherche majeur à Saclay en abandonnant la ligne 18 purement et simplement. Donc, le Val d'Oise peut être inquiet, mais aussi les Yvelines, mais aussi les Hauts-de-Seine, mais aussi les Essonnes, j'en passe, et des meilleurs. Autre question. Babar, donc l'internaute Babar, vous demande avec une certaine ironie si vous êtes au courant que Luc Caravaunast est plutôt centriste.
Oui, alors vous savez, est-ce que c'est plus centriste des candidats du Parti socialiste? Si on prend les états de service des uns et des autres, bien sûr que chacun a un passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur quel mandat les uns et les autres ont été élus. Monsieur Carvounas, vous prenez sa profession de foi de premier ou de second tour, elle est parfaitement claire quant à son opposition. Législative. Absolument. Quant à son opposition à M. Macron, on peut regarder au sein du groupe socialiste si cette clarté est partagée, premièrement. Deuxièmement, le parti a donné une feuille de route au groupe socialiste de s'opposer finalement à l'acceptation dans laquelle il y avait tout, du discours politique général de M. Philippe. M. Carvounas a voté contre. L'abstention a été retenue. Donc vous voyez, je n'ai pas de problème sur finalement cette mandature. Quelle est la feuille de route de M. Carvounas? Est-ce qu'il y a un décalage entre le mandat que lui ont donné les électeurs ou les socialistes et sa pratique? Sa pratique, elle est cohérente, elle est clairement dans l'opposition à Emmanuel Macron. Dernière question. À vous écouter, vous voudriez que le président Macron fasse la vieille politique du Parti socialiste qui a échoué, déclare Janig. Vous lui répondez quoi, Janig? Macron est trop à droite, Parti socialiste. Pardon, mais la vieille politique, celle qui consiste à nous dire la SNCF c'est catastrophique, abat les cheminots, celle qui consiste à nous dire si on en supprime... non mais d'accord, on voit bien qu'il y a un chiffon rouge. Si on supprime les impôts des riches, il y en a pour 25 à 35 milliards de cadeaux à ceux qui sont les plus riches. Je ne parle même pas des cadres supérieurs. Alors ça tombera en pluie sur les plus pauvres. Et cette vieille politique de M. Macron, pardon de le dire... Là, c'est la vieille politique du Parti socialiste. Non, mais moi, je pense que c'est lui qui fait la vieille politique. Moi, je pense que c'est lui qui fait la vieille politique en opposant les Français les uns aux autres. Quand il rencontre un cheminot, il lui dit « Oui, mais vous savez, les agriculteurs sont finalement bien moins lotis que vous. » Tout ça, c'est des chiffons rouges qu'on présente aux Français pour cacher quoi? Pour cacher une politique qui ne profite qu'aux nantis. Est-ce que vous avez adhéré finalement à l'expérience? Est-ce que vous appréciez l'évolution de France Télécom, par exemple? Orange, France Télécom. Bon, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que par là, vous voulez nous dire est-ce que la concurrence est nécessaire dans un certain nombre de domaines? Moi, je ne remets pas en cause le fait, et d'ailleurs, ça existe déjà sur un certain nombre de... Parce que la SNCF va suivre ce chemin-là, c'est-à-dire que les nouveaux arrivants parmi les salariés ne seront plus des agents des services publics. Avec une différence fondamentale, je le répète. Il y a un modèle économique rentable pour la téléphonie dans le monde, dans tous les pays du monde. Il n'y a pas de modèle économique rentable par la simple billetterie, c'est-à-dire par le simple paiement des usagers pour le ferroviaire. La deuxième chose, c'est que autant finalement la téléphonie ne participe pas de la transition écologique, autant le ferroviaire, qui n'a pas de modèle économique, participe de cette transition écologique. Donc par nature, c'est dans la sphère publique. Donc bien évidemment qu'il faut des éléments de souplesse, mais par nature, c'est un service public, et j'allais dire, c'est même un service public mondial, le transport ferroviaire, car il permet de lutter contre le réchauffement climatique. C'était le talk de François Calfon. Je suis tellement... C'est le froid, c'est le froid. Je suis tellement pris par ses propos. De François Calfon, conseiller socialiste de la région Île-de-France. Merci François Calfon de vos réponses. Et merci Jean-Baptiste Semerjian pour vos réponses.